Chers amis, il possède un sens de l'humour noir et de la surprise finale qui correspond exactement à ma vision du monde. C'est un écrivain d'une efficacité redoutable. Ce compliment parfait, on le doit à Alfred Hitchcock. Et l'écrivain en question, c'est Henri Slezar, l'un des maîtres incontestés de la nouvelle à chute des années 1950. Avec Symbole d'autorité, publié en 1957, il délaisse le crime de sang pour signer une farce moderne et insolite en demi-teinte. L'histoire, c'est celle d'une obsession peu commune, mais n'attendez pas un grand malfaiteur machiavélique. Notre héros est plutôt un homme malheureux, un monsieur tout le monde un peu cassé par la vie, qui cherche désespérément sa place et un peu de respect dans la société. Pour y parvenir, il va tester une théorie absurde. L'autorité repose-t-elle sur la compétence ou sur l'apparence? En clair, l'habit fait-il le moine? À l'image de Molière ou de Le Sage, qui se moquait des faux médecins du XVIIe siècle, fascinant les bourgeois avec leur jargon en latin, Henri Slezar modernise le message. Le symbole d'autorité du XXe siècle, qu'il s'agisse d'un écusson, d'un badge ou d'un costume, a remplacé la robe de médecin. Slezar s'amuse de la crédulité humaine face aux insignes du pouvoir. Et si le secret du respect en société ne tenait qu'à un bout de plastique à 5 francs? Oubliez les diplômes et les costards sur mesure. Aujourd'hui, on s'incline devant un simple stéthoscope autour du cou, capable de paralyser instantanément votre esprit critique. Plongez dans cette satire féroce et drôle où le pouvoir n'appartient pas à celui qui sait, mais à celui qui en a l'air. Une lecture audio garantie sans ordonnance, mais terriblement contagieuse. Symbole d'autorité par Henri Slezar. Mystère Magazine numéro 121, février 1958. Traduction française par Robert Cardot. Symbole d'autorité. L'instant critique qui changea la vie d'Arthur Whitens survint un samedi après-midi où il souffrait de crampes abdominales aiguës. Exemple typique de sa façon d'agir, il attendit jusqu'au jeudi, son jour de congé dans la maison d'édition où il travaillait, pour aller voir le médecin. Le jeune docteur, à la lèvre supérieure ornée d'une moustache auquel il eut affaire, lui parla de colite d'un air sérieux. Il lui remit une petite carte blanche pour le recommander à un médecin des hôpitaux du nom de Collins, dont le cabinet se trouvait tout près de la 5e avenue dans la 37e rue. La peluche y dominait de façon remarquable et Arthur fut obligé de partager un canapé de style Chippendale avec une matrone grassouillette qui respirait la richesse et les bonnes manières. Il s'assit
moitié sur le siège, moitié sur un pan du manteau de vison de cette dernière, jusqu'à ce qu'une infirmière jeune et jolie vienne le choisir parmi la foule des gens qui attendaient et l'introduise auprès du docteur Collins. Il se sentit un trac fou et il se demanda si l'examen du docteur en serait faussé. Il fut palpé et interrogé, puis il reçut une ordonnance indéchiffrable et un régime polycopié. Il perdit l'ordonnance en rentrant chez lui dans le métro, mais il était tellement soulagé d'être sorti du cabinet impressionnant du docteur qu'il ne s'en soucia pas. Et, fait curieux, il se sentit mieux. 2 mois plus tard, ses douleurs abdominales reprirent, accompagnées de plusieurs autres symptômes déplaisants. Sa femme, qui, au cours de 4 années de mariage, de mince et réservée, s'était muée en une espèce de dragon, lui ordonna de retourner voir le docteur Collins. C'est à ce moment-là qu'il entra à l'hôpital général de New York et découvrit combien il était merveilleux d'être docteur. Il partageait une chambre confortable avec un vieux monsieur qui souffrait d'un ulcère et ils passèrent bien des heures oisives à comparer l'état de leur tube digestif. Les 2 premiers jours, ils étaient fréquemment interrompus, mais rapidement, ils comprirent la routine de l'hôpital et Arthur s'y adapta avec autant d'aisance qu'il s'était habitué à l'armée et à son travail. À sa surprise, le docteur Collins vint lui-même à son chevet, en complet de ville, un stéthoscope passé autour de son col de chemise. Arthur fut terriblement impressionné, bien davantage encore qu'il ne l'avait été dans le propre cabinet du docteur. Ce dernier était loin d'avoir un physique remarquable. Petit, mal habillé, il commençait à être chauve d'une façon qui n'avait rien de séduisant. Mais son air autoritaire et bienveillant compensait tous ses défauts. Son attitude était plus que simplement paternelle. Il semblait concentrer en sa personne les traits les plus prestigieux du corps médical, de l'armée, du clergé et de l'aristocratie des hommes d'affaires. Plusieurs autres docteurs en costume de ville faisaient leur visite et tous, immanquablement pourvus de leur stéthoscope, provoquaient chez Arthur, cloué sur son lit, une admiration démesurée, voisine de la vénération. Le 4e jour de sa réclusion, Arthur fut autorisé à se promener dans les couloirs, ce qu'il fit avec timidité par suite de l'état misérable de son peignoir. Ce fut alors qu'il découvrit une nouvelle raison d'admirer les docteurs, le respect que leur témoignait immanquablement tout le personnel en blouse blanche de l'hôpital. La présence d'un docteur faisait de l'hôpital un château et des couloirs un lieu où l'on rendait hommage à sa majesté lorsqu'elle passait, le symbole du pouvoir suspendu autour du cou. Quand Arthur fut renvoyé de l'hôpital général de New York,
il avait tendance à se souvenir davantage des docteurs que des efforts d'ordre médical couronnés de succès qui avaient été faits en sa faveur. Quelques mois plus tard, en allant travailler, il fut frappé par la vue d'un objet familier à la devanture d'une boutique de prêteurs sur gage. C'était un stéthoscope, sans doute autrefois la propriété et la fierté de quelque étudiant en médecine. Son prix était inférieur de 1 ou 2 dollars à la somme d'argent qu'Arthur Whitens avait dans son portefeuille. Sans y réfléchir beaucoup sur le moment, Arthur entra dans la boutique, s'éclaircit la voix à la manière décidée du docteur Collins et acheta l'instrument. Pendant son travail, il le garda caché dans la poche intérieure de son pardessus. Mais il revint de bonne heure après le déjeuner et l'emporta dans les toilettes des hommes. Il l'essaya devant la glace et fut satisfait de ce qu'il vit. Ce soir-là, dans un moment d'exubérance qui suivit un programme comique à la télévision, il parla à sa femme de son achat. « Tu as acheté quoi ?» dit-elle. « Un stéthoscope, tu veux le voir ?» « Oui, dit-elle, incrédule, montre-le-moi. » Il se précipita vers son pardessus et revint, le stéthoscope déjà en place, jouant avec le petit tuyau rond d'un air professionnel. « Gamin, dit-elle en secouant la tête, gamin, il te plaît ?» Elle lui demanda le prix, et il le lui dit. Il gloussa et essaya de poser l'extrémité du tube sur sa poitrine plutôt plate. Elle se mit à pousser des cris perçants et à repousser l'objet avec une telle force qu'il vola en l'air et vint frapper le bout du nez d'Arthur. « Ma chérie, murmura-t-il d'un ton plaintif, ne m'adresse plus la parole avant d'avoir rendu cet objet ridicule. » Elle se croisa les bras et retourna à son écran de télévision. En fait, sa femme oublia rapidement l'incident et Arthur garda le stéthoscope. L'idée ne lui vint pas aussitôt. Elle mûrit lentement entre les bouchées de sandwich à midi et dans les intervalles entre son travail et les programmes de télévision. Il en était effrayé et excité à la fois. Un jeudi matin, au début d'avril, il se leva de bonne heure et se prépara lui-même son petit déjeuner. Sa femme en fut surprise. Elle fut surprise aussi de le voir partir dans l'intention déclarée de faire une promenade matinale. D'ordinaire, il célébrait son jour de congé en se levant à 10h30, en vadrouillant en pantoufles dans la maison, en restant assis devant le petit écran de télévision ou en cherchant des mots croisés. Les promenades matinales n'avaient jamais été inscrites au programme. Le temps doux était le stimulant dont il avait besoin pour mettre son projet à exécution. Il prit le métro en haut de Broadway pour se rendre dans le centre de la ville, puis marcha de la station au centre hospitalier de New York dans la 11e rue. Il prit une inspiration profonde, ouvrit les portes et, d'un air décidé, s'avança à grandes enjambées sur les dalles roses en direction des ascenseurs.
Plusieurs personnes attendaient et il les regarda avec un sourire paternel. La main dans la poche, son pouce caressait la surface lisse du stéthoscope qui y était roulé. Arthur se recula au fond de l'ascenseur et, d'un air détaché, mit l'instrument en position autour de son cou. L'infirmière du troisième étage lui adressa un sourire moqueur, mais ne posa pas de questions. Tout en jouant avec le petit tuyau, il lui rendit son sourire timidement, puis dépassa son bureau et s'engagea dans le couloir. L'étage semblait constitué de chambres particulières, fermées par des portes à battants. Il pouvait voir entièrement l'intérieur des pièces, depuis le pied des lits, les chaises et les visiteurs, jusqu'au plafond blanc, et même parfois, il apercevait le haut de la tête d'un homme de grande taille. Il parcourut tout l'étage, puis fit demi-tour et revint aux ascenseurs. Il demanda au garçon de l'arrêter au quatrième étage et découvrit que ce dernier n'était qu'à moitié privé. Il fit la même tournée d'inspection, dépourvu de sens, un sourire figé sur les lèvres. Puis il essaya le cinquième étage. C'était davantage une gageure. Ce dernier était une salle commune. Les mains derrière le dos, il parcourut d'un pas lourd l'allée centrale, le stéthoscope rebondissant sur sa poitrine. Les malades lui accordèrent peu d'attention. Il en fut soulagé. Après tout, ce n'était que son premier jour. Arthur rentra chez lui à 4 heures, en paix avec tout et tout le monde. Il n'avait qu'un regret, ne pas pouvoir garder devant sa femme sa personnalité nouvellement acquise. Le jeudi suivant le vit agir de la même façon. Cependant, cette fois, il passa plus de temps dans les salles. Le troisième jeudi, il fit connaissance avec quelques-uns des malades, s'arrêtant pour bavarder brièvement avec eux de leurs difficultés et leur assurer qu'ils n'avaient rien à craindre. Au bout de quelques mois, sa silhouette était devenue familière dans le centre hospitalier de New York et il commença à échanger des plaisanteries avec les infirmières de garde, les garçons d'ascenseur et autres membres du personnel de l'hôpital. Il arriva même un jour où, un mauvais rhume l'ayant retenu au lit une semaine, l'infirmière assise derrière le bureau principal s'inquiéta de son absence du jeudi précédent. Oh, ce n'était qu'un gros rhume, lui répondit-il gaiement. Il arrive que les docteurs aussi soient malades. Ce fut son jour de triomphe. La fin de sa carrière de docteur s'annonça un jeudi comme les autres, c'est-à-dire un jour où il borna ses activités à des bavardages avec les malades d'une des salles. Un jeune interne du nom de Morrison s'intéressa soudain à lui et lui demanda avec déférence son opinion sur un cas de phlébite. Il faut dire, à l'honneur d'Arthur, qu'il ne s'affola pas. Il sourit simplement d'un air aimable et reconnut modestement son ignorance en la matière. L'interne accepta l'explication sans commentaire.
Ce fut au cours de la visite de la semaine suivante que se produisit la catastrophe. Il lui sembla ce jour-là qu'on lui montrait encore plus de respect que d'habitude. Il se sentait tout à fait dans la peau du docteur Collins en train d'arpenter les couloirs de l'hôpital général. Cela l'enhardit au point de le faire monter à l'étage privé et passer sa tête dans les différentes pièces pour prononcer quelques mots de sympathie et d'encouragement. À la porte de la chambre 310, deux jeunes gens en blouse blanche parlaient à haute voix et l'un d'eux prononça le mot colite. En l'entendant, Arthur leva le sourcil et s'arrêta pour écouter. Oh, bonjour, dit l'un des jeunes gens avec un sourire. Vous vous souvenez de moi, docteur? Morrison. Ah, mais oui, bien sûr, répondit Arthur avec l'ombre d'un pressentiment. Vous avez bien dit colite? Oui, un cas intéressant. Une colite avec ulcère chez une femme de 63 ans. Ah oui, acquiesça Arthur. La colite, ça me connaît. Il parlait en toute honnêteté. Êtes-vous médecin des hôpitaux? Non. L'ombre du péril s'accentua et Arthur décida d'éluder le danger immédiat. Non, en fait, je suis chirurgien. Je vois. Morrison plissa ses paupières aux cils décolorés. Faites-vous partie de cet hôpital, docteur? Non, non, répondit Arthur en tripotant le petit tuyau de caoutchouc. Mon cabinet n'est pas en ville. Je suis seulement venu pour la journée. Pour la journée? Pour plusieurs jours, se reprit Arthur. J'ai un de mes amis ici. Malgré tous ses efforts, il commençait à être nerveux. Euh, un autre docteur. Qui donc? Eh bien, le docteur... Il s'arrêta et, à force de tripoter le bout de son stéthoscope, celui-ci se détacha. Il se baissa pour le ramasser en disant « Il faut vraiment que je me sauve maintenant ». Il partit précipitamment, conscient de ne pas s'être bien tiré du tout de cette épreuve. Il venait de descendre de l'ascenseur au rez-de-chaussée et se dirigeait vers la sortie quand un jeune homme musclé, aux cheveux blonds et crépus, l'arrêta. Voudriez-vous avoir l'obligeance d'attendre un moment, docteur? Attendre? Pourquoi? Juste un instant. Une infirmière bâtie comme une tour les rejoignit. C'est notre homme? Demanda-t-elle d'une voix profonde. Je suis le docteur Whittens. Que se passe-t-il? Avez-vous une carte d'identité, docteur? Une carte d'identité? Arthur frappa sur sa poche de veste. Non, en fait, je n'ai rien sur moi. Il aperçut Morrison qui sortait de l'ascenseur et se mit à trembler de façon apparente. Écoutez, dit l'interne blond avec douceur. Voulez-vous nous accompagner au bureau? Ça ne sera pas long. Je crois que nous pouvons éclaircir l'affaire sans faire trop de bruit, d'accord? Arthur acquiesça. Je ne comprends vraiment pas de quoi il s'agit. Nous non plus, rétorqua l'infirmière en fronçant le sourcil. Venez, docteur. Ils lui permirent de fumer une cigarette pendant qu'ils attendaient tous ensemble dans le petit bureau.
au bout du couloir du rez-de-chaussée. Il retira le stéthoscope et le mit dans sa poche. Les autres évitèrent de lui poser de nouvelles questions et il n'osa pas leur demander ce qu'ils attendaient. Il le découvrit rapidement. Un homme de haute taille, aux épaules larges et rembourrées, entra dans la pièce. Son visage était taillé à coups de serpe, son nez fort et osseux, sa bouche réduite à une ligne mince et sévère. Il s'assit sans façon sur un coin du bureau, repoussa en arrière son chapeau de feutre gris et alluma une cigarette d'un geste plein d'aisance. Il envoya un jet de fumée sur le bouton du milieu du veston d'Arthur et fouilla dans sa veste pour en sortir un portefeuille bourré. Arthur sursauta quand il l'ouvrit d'un geste rapide pour lui montrer un lourd écusson d'argent. « Morgan, dit-il, police. Qu'est-ce que c'est que cette comédie, mon petit père ?» Arthur bégaya ses explications. Sa manière professionnelle l'avait quitté comme un peignoir de bain. Sa voix montait et descendait, tremblante d'émotion, et ses mains faisaient des gestes expressifs. Évidemment, il n'avait pas pensé faire mal. Il avait évité de dire quoi que ce soit qui puisse être interprété comme un avis professionnel. Il avait seulement joui du sentiment de prestige et d'autorité, sans gêner d'aucune façon le travail de l'hôpital ou en diminuer la réputation médicale. « T'es bien sûr que c'est tout ?» demanda le grand gaillard. Arthur lui affirma que oui. Il jura nerveusement que toute l'affaire était parfaitement innocente. Il promit avec conviction de ne jamais recommencer son exploit dans cet établissement médical ou dans aucun autre. Ça lui avait servi de leçon, ajouta-t-il d'un ton dramatique. Sincèrement. Qu'en pensez-vous ? Demanda l'inspecteur à l'infirmière. L'asile, répondit celle-ci avec un froncement de sourcils. Bon, laissez-le donc, dit Morrison. L'interne blond approuva du chef. C'est bon, mon petit père, dit l'inspecteur à Arthur, tu peux filer, mais si jamais on t'y reprend, il se passa un doigt sous la gorge avec un bruit de bouche significatif. Merci. Arthur avala péniblement sa salive. Merci beaucoup. Il quitta l'hôpital au galop et maintint l'allure jusqu'à la partie basse de New York. À la 14e rue, essoufflé, il ralentit et enfonça ses mains profondément dans ses poches. Ce fut seulement à ce moment qu'il s'aperçut qu'il avait laissé le stéthoscope à l'hôpital. Mais il savait qu'il n'y avait pas lieu de regretter sa perte. L'humeur morose, il se promena dans la rue encombrée. Il était 5 heures et quelques minutes et les gens quittaient leur travail. Leur cheminement aveugle en direction des métros et des autobus était inquiétant. Il se réfugia sur le pas d'une porte en dehors de leur passage. C'était l'entrée d'une boutique de jouets. Ses vitrines étaient encombrées de poupées, de boîtes de jeux et de panoplies
en matière plastique exposées pêle-mêle. Il inspecta l'étagère inférieure avec plus de soin et eut le souffle coupé en apercevant un objet rond et brillant. Regardez, enfant, on le prendrait pour un vrai, lisait-on sur l'étiquette. Il entra dans la boutique et posa un coude sur le comptoir en verre. Le petit homme qui tenait la boutique cligna des yeux et sourit. Montrez-moi cet écusson, mon petit père, dit Arthur.